Passionné du sport, il est temps qu'on se régale parce que déjà il est 16h passé de 2 minutes. C'est comme ça se passe chaque jeudi dès qu'il est 16h temps universel. Dans cette plateforme sportive, on va la fêter jusqu'à 16h50 minutes avec mes chroniqueurs sportifs. Pourquoi pas vous les auditeurs qui sont en train de nous suivre via nos canaux de communication. Installez-vous confortablement. Cet après-midi dans ce numéro sportif, on va entamer pour parler des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Il y a le Maghreb qui s'affirme, le Maroc, la Tunisie et l'Algérie qui est très bien parti pour se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde 2026. Toujours on va tergiverser sur les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le Sénégal qui a taclé la RDC à domicile. On va revenir de long en large dans cette émission. Pour boucler ce numéro, on va s'intéresser à cette formation cadette, le CI national U17. Et cette jeune de l'académie de KPC qui intègre la présélection du CI national U17 ans. Dans un court instant, on va essayer d'en parler en profondeur pour vous imprégner de cette situation. Alors, dans ce studio, je ne suis pas seul. En micro-présentation, Amadou Major Diallo. Comme d'habitude, je suis avec mes chroniqueurs sportifs déjà présents sur ce plateau. Je commence par Job Diakité. Bonsoir. Allez-y. Bonsoir Major, bonsoir à tous. Le micro n'était pas activé. Mais il fallait juste parler. Nous, on va t'entendre dans ce studio. Et Passy Bangoura, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir également à Major. Bonsoir à tout le monde. Et bonsoir également au jeune Mané. Allez, le ventilateur, hein, il est partout en tout cas. Bien, Bobo Mané, bonsoir. Bonsoir Major, bonsoir à tous et à tous. Merci pour le compliment. Allez, on va pas commencer cette émission comme d'habitude, comme on a l'habitude de le faire, c'est l'avant-goût de chaque émission. Votre avant-goût de cet après-midi, c'est quoi? Alors, j'ai envie rapidement de rendre hommage à un excellent joueur, un excellent gardien, un international français. Bien. Il s'agit de Steve Mandanda qui a mis un terme à sa carrière professionnelle. Un gardien qui a passé pratiquement 20 saisons professionnelles et beaucoup de temps avec l'Olympique de Marseille, qui a marqué le championnat de Ligue 1 par ses prouesses, par ses prestations, et également l'équipe de France, champion du monde 2018 avec la France. Donc à 40 ans, il décide enfin de mettre un terme à sa carrière. Et c'est un gardien qui était humainement incroyable, enfin qui est toujours humain parce qu'il vit, humainement incroyable, mais aussi au-delà de ça, son professionnalisme sur le terrain. Il a quasiment eu de problèmes, il n'a eu de problèmes avec personne durant sa carrière. Et franchement, pour moi, c'est l'un des meilleurs gardiens de l'histoire de la Ligue 1 française. D'accord, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai même pensé qu'il est quelque part actionnaire dans l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille. Oh, il a duré dans ce club. Ça quand même, l'équipe de France a quand même des gardiens de renom. Hein. Je prends un exemple tout petit, je ne sais pas si vous avez connu, on voyait ces photos, c'est Bernard Lama. Hein. Bernard Lama, Bernard Lama. On a entendu parler. Barthez, Fabien Barthez. Lui par contre, je l'ai vu jouer. Exactement. Titi Camara avait marqué en jeu le but contre Fabien Barthez. Moi, mon coup de cœur, c'est cette barbarie. Moi, je peux dire comme cela, si vous me prêtez l'expression. En tout cas, à quand on va finir les violences dans les stades en Afrique? Il n'y a pas de souci. Il est quand même important de le rappeler dans un court instant. On va en parler sur cette situation qui s'est passée en RDC. C'était contre le Sénégal. On l'a vu aussi, ça s'est passé dans beaucoup de stades. On se rappelle avec Adebayor, avec Didier Drogba, des gens avec le Sénégal même. Avec le Sénégal qui ont enflammé beaucoup de stades. Dans votre avant-goût cet après-midi? Un carton vert, je dirais, à Kylian Mbappé parce que voilà, il est devenu le deuxième meilleur buteur de l'histoire de France. Mais écoutez, chapeau. Mais écoutez, je ne comprends pas. Cet après-midi, carton vert, il me parle d'un Français, il me parle d'un Sénégalais. Pas de carton vert pour le Guinéen? Bon, on le peut-être à la fin de l'émission, ça viendra. Il n'y a pas de souci, mais au début, il faut qu'on commence par le Guinéen. Donc alors, il n'y a pas de souci, installez-vous confortablement. On est ensemble jusqu'à 16h50 minutes dans cette plateforme sportive. Installez-vous confortablement. On va commencer ce numéro pour parler des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le Maroc, la Tunisie et l'Algérie qui est très bien parti. Plusieurs autres nations ont obtenu leur qualification pour la prochaine Coupe du Monde 2026. Nous allons quand même en parler parce que même au niveau de la Ligue des champions africains de football, au niveau de la Coupe CAF, on voit les clubs maghrébins sont en train de se surpasser de l'Afrique subsaharienne en matière d'infrastructure, en matière d'organisation. Il y a le Maroc qui est très bien parti pour recevoir la Coupe d'Afrique et pourquoi pas la Coupe du Monde.
Passi? Oui, il faut dire qu'aujourd'hui, véritablement, ou globalement sur le continent africain, ces Maghrébins, ils sont en train de prendre en tout cas la responsabilité ou la gérance du football africain dans sa globalité, parce qu'ils sont en tout cas représentatifs dans chaque compétition, en tout cas intercontinentale ou mondiale, ici il faut le dire. Ça fait plus de 10 ans à peu près. Si vous prenez la Coupe d'Afrique, pour le moment, les pays maghrébins, qui soient la Tunisie, qui soit le Maroc, l'Algérie, l'Égypte, ils sont réguliers non seulement dans les derniers carrés, ou voire même les différentes finales qui se jouent dans nos compétitions africaines. Et vous prenez les autres compétitions que la CAF organise. Je vais parler de la Coupe de la CAF, de la Ligue des Champions. Et même le champ, même le champ, vous voyez, ils sont réguliers, et parfois même ce sont eux qui remportent. Ils sont en train de coloniser d'un tout petit peu, en tout cas le football africain. Maintenant, vous êtes en train de faire une brèche sur ces éliminatoires également de la Coupe du Monde 2026. C'est pas surprenant, parce que quand la mayonnaise a bien pris dans ces différentes compétitions qu'organise la CAF, mais forcément, vous voulez dire qu'on ne peut pas dire qu'ils ne méritent pas, en tout cas, d'avoir en tout cas un tel statut, une telle occupation également dans le football mondial, parce que les indices en font foi, la représentation en font foi. Il y a, en tout cas, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On ne peut pas les leurrer pour dire que voilà, ils sont en train d'être favorisés d'un côté. C'est la logique. C'est la logique. Aujourd'hui, si vous me prêtez l'expression, c'est le véritable bémol que la Guinée, on est en train de traverser. C'est sur le plan administratif qui fait beaucoup de péchés mignons. Tout bouge à la fois. L'administration, la politique sportive, l'encadrement, l'accompagnement, l'intégrité surtout des cadres, les infrastructures, tout ça bouge ensemble. Donc cela veut dire que le football véritablement est respecté avec tous ces signes indiens. Alors, on a vu le Maroc à la Coupe du Monde, ils ont atteint les demi-finales, ils ont pu quand même créer la différence devant des grandes nations de foot. Aujourd'hui encore, ils sont en train de se démarquer pour se faire une place au niveau de la Coupe du Monde. Le Maroc, la Tunisie, l'Algérie qui est très bien partie, qui domine le groupe G, le groupe de la Guinée. Franchement, il faut qu'on en parle dans cette émission. Ce sont des exemples qui sont fiables. Oui, c'est le fruit d'un travail à long terme. On l'a souvent discuté ici sur ce plateau. On a parlé de la Guinée. Il faut toujours une politique de travail, une vision à long terme. J'ai envie de dire aujourd'hui, les Maghrébins, entre guillemets, le Maroc, la Tunisie et d'autres pays qui vont suivre, ils sont pratiquement tous partis pour se qualifier, hormis par exemple peut-être la Libye et le Soudan, mais que ce soit le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, l'Égypte, je pense que ces 4 nations seront présents pour la prochaine Coupe du Monde. Et c'est un travail qui est fait en amont depuis des années. Ils n'ont pas tout de suite réussi leur coup tout d'un coup. Ils ont pris le temps, ils ont investi, ils ont accepté de former, mais aussi d'expatrier quelques joueurs. Peut-être pas, c'est pas eux qui les ont expatriés, mais ils ont su convaincre quelques joueurs binationaux avec un très bon projet. Bien sûr, avec un très bon projet, rallier la sélection. Et aujourd'hui, on voit, le Maroc, ce n'est plus une surprise. D'ailleurs, bientôt la CAN qu'il va organiser. Donc, ils sont quasiment le favori numéro 1 de cette compétition. Même si comparativement, il y a quelques pays quand même de l'Afrique subsaharienne qui se démarquent un petit peu. L'Algérie, le Sénégal qui peut concurrencer entre guillemets face aux Maghrébins, mais je crois que le Maroc, pour l'instant, en tout cas sur ces derniers temps, est quasiment le numéro 1 en Afrique. Peut-être pas sur les papiers, sur l'indice FIFA, mais je pense que sur le terrain, sur ce qu'on voit depuis très longtemps, le Maroc est quasiment en avance. Maintenant, la Tunisie, c'est une équipe beaucoup plus pragmatique, qui n'affole pas les compteurs dans ses matchs, mais ça joue bien, ça gagne toujours. Merci pour le thème, mais ils sont capables de remporter des matchs sans briller, et ça, c'est une très bonne chose. Il faut avoir une bonne ossature d'équipe, une bonne politique, une vision de jeu propre à vous, et c'est ce que la Tunisie adopte à chaque fois, même lors de la dernière Coupe du Monde. On les a vus face à l'équipe de France où ils n'ont pas dominé le match, mais ils ont fini par remporter cette rencontre. Ils ont pu quand même battre l'Espagne, le Portugal. Oui, ça c'est le Maroc. Oui, clairement, le Maroc avait battu l'Espagne, avait éliminé. Et l'Algérie, en certains moments, qui a fait un très bon Coupe du Monde. La Tunisie aussi a battu l'équipe de France, donc ça a montré clairement que les équipes africaines, surtout les Maghrébins, parce qu'on parle d'elles, ces équipes-là,
aujourd'hui sont en train de faire un énorme travail et ça permet aujourd'hui à leur football d'être plus clair sur le plan mondial. On n'est pas quand même surpris de voir la prestation des nations maghrébines qui sont en train de s'affirmer au niveau des éliminatoires de la Coupe du Monde. On a pris quelques exemples sur le Maroc, la Tunisie et l'Algérie qui est de retour, même s'ils n'arrivent pas à progresser d'une manière, mais ces derniers temps, on a vu le Maroc qui est parti surprendre les géants de l'Afrique. On est en train de voir la constance, même sur le plan continental. Quand tu parles aujourd'hui, le Raja de Casablanca, Mouloudia d'Alger, on n'en parle même pas. En tout cas, ce sont des clubs qui sont en train de montrer leur suprématie presque dans toutes les catégories. C'est la logique. Oui, c'est la logique, c'est une continuité pour cette formation maghrébienne parce qu'on a vu le Maroc avec la Coupe du Monde, on a vu ces performances qu'ils ont réalisées. Ouais. C'est pas étonnant, voilà. Sur le plan infrastructure, c'est le pays le plus armé parce que voilà, en Afrique ici, donc vous avez vu le nouveau stade qui peut-être va accueillir le match inaugural de la prochaine CAN. Donc c'est les pays maghrébins, ce sont des pays qui sont habitués parce que voilà, rare des pays voilà où vous entendez des histoires de plumes, c'est très rare dans ces pays-là. Donc c'est pas étonnant, surtout le Maroc, c'est le top niveau, voilà. Et ils sont capables de former des joueurs. On a vu cette saison Achraf Hakimi qui va certainement terminer dans le top Ballon d'Or européen. Donc ça montre à suffisance que cette formation, ces nations donc essayent quand même de faire un travail remarquable. Donc c'est pas étonnant. Moi je pense que voilà, cette formation est très bien partie pour rééditer les mêmes exploits. Allez, c'est pas étonnant, il est 16h passé de 13 minutes sur la pendule numérique de Kavi Media. Bien sûr, vous êtes dans votre plateforme sportive World Sport. Chaque jeudi dès qu'il est 16h, temps universel, Amadou Major Diallo, Bobo Mané et Chouab Diakité, Passi Bangoura qui sont là dans ce studio A de la radio Kavi FM. On est ensemble jusqu'à 16h50 minutes dans cette plateforme sportive. On va fêter les sommaires ensemble de long en large. On va faire voyager à travers le sport. On est tout le temps en Afrique pour parler des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 et on est en train de voir les Maghrébins qui sont en train de se démarquer sur le plan administratif en matière d'infrastructure, en matière de joueurs. Franchement, ils sont en avance. Est-ce que cette fois-ci, on est optimiste, on va s'aventurer dans des idées qui sont précoces, même si on n'a pas quelques idées de toutes les nations qui vont prendre part à cette compétition. Est-ce qu'on s'attend à un grand Maroc encore pour partir jusqu'en finale peut-être? Bah oui, mais pas pour aller très loin. On se rappelle de la précédente Coupe du Monde. Les demi-finales. Voilà, c'est déjà une première pour le continent africain. Ouais. Un pays africain, si on ne se rappelle pas de l'an 2010, avec le Ghana quart de finaliste voilà. Et à part cela, l'Afrique n'a pas enregistré une telle prouesse, en tout cas dans la conquête de cette compétition mondiale. Ouais, surtout aussi dans les années 90, là où avec la génération de Omambik, de Roger Mila, qui ont pu battre l'Argentine de Diego Armando Maradona. Mais aussi le Brésil, vous vous rappelez. Donc aujourd'hui, ce que le Maroc est en train d'offrir en termes d'honneur pour le continent, on peut espérer encore les voir parce qu'ils ont goûté non seulement aux délices des 4 meilleurs, en tout cas du monde, il faut le dire, ils se sont fait citer parmi les 4 meilleurs, c'est-à-dire les demi-finalistes de la précédente compétition de la Coupe du Monde. Espérons que cette sensation serait aussi continuelle, qui serait en crescendo, essayer de progresser à partir de la prochaine participation parce qu'ils sont en train de s'armer comme pour dire que oui, c'est possible si les Africains tentent de passer le cap. Et c'est véritablement en tout cas la raison est là parce que c'est les mêmes générations, c'est les mêmes joueurs qui se frottent dans les clubs en Europe, ils se retrouvent dans leurs équipes respectives, ils se retrouvent dans une même compétition. C'est pas surprenant, c'est pas diabolique. Des championnats aussi, hein. Voilà, il faut comprendre que c'est pas, on peut pas en tout cas, on peut pas se douter d'eux. On sait qu'ils vont forcément arriver au bout du tunnel. La même question? Oui, mais après pour moi, c'est vrai que le Maroc aujourd'hui c'est une grosse nation de foot, mais après ils n'arrivent pas pour l'instant à assumer leur statut sur le continent parce que bien sûr on a vu ça fait pratiquement 4-5 CAN qu'on met le Maroc parmi les favoris, mais ils atteignent quasiment jamais la finale. Entre guillemets, le football européen, c'est en quelque sorte le jeu des Marocains, vu que 90% des joueurs évoluent déjà en Europe, donc ils sont habitués à ce système. La plupart des joueurs sont nés là-bas, ils connaissent très bien le football européen.
européens. Non, ça veut dire que quand ils affrontent les équipes, non, pas forcément ça. Le style de jeu aussi qu'on pratique au Maghreb, c'est pas tellement physique, c'est basé sur des aspects techniques. Pratiquement européen, le football marocain, c'est pratiquement européen, un petit peu pragmatique quand ils affrontent des gros comme on a vu en Coupe du Monde, où ils ont accepté d'être malmenés, dominés par l'Espagne, mais ils les ont punis en contre et finalement ils ont fini par les éliminer. Mais après ce statut, ils ont du mal à l'assumer sur le continent parce qu'on voit, on voit toujours des rencontres où le Maroc se met en difficulté face à des pays. Ça veut dire qu'ils ont aussi besoin de se réinventer un petit peu, d'adopter le football africain pour pouvoir dominer le continent. Sinon, moi, j'ai aucun doute, ils peuvent faire une très bonne Coupe du Monde comme ils ont déjà fait. Vous l'avez dit, ils ont déjà goûté aux délices. Donc, à eux maintenant de surfer sur ça, déjà. 4e d'une Coupe du Monde et je pense qu'ils sont beaucoup plus armés par rapport à la compétition précédente. Ils y sont renforcés avec beaucoup de joueurs de très très haut niveau, donc c'est parti encore une fois pour une très belle Coupe du Monde. Mais comme je l'ai dit, ils ont de nature la culture européenne, européenne, j'ai envie de dire, du football, mais après sur le continent ça a du mal à prendre. On verra sur la prochaine CAN qui arrive très vite. Ils sont favoris, mais est-ce que je sais pas trop s'ils pourront remporter la CAN, mais on verra. On va essayer de voir quand même qu'est-ce que ça va donner. Alors, on va un peu revenir sur les nations de l'Afrique subsaharienne parce qu'on est en train de voir beaucoup de nations qui sont en train de chuter en matière de niveau de jeu, en matière de crédibilité, même on peut le dire aussi. Voilà, le niveau de jeu. Certainement, c'était le Cameroun qui était très bien parti. Aujourd'hui, le Cameroun traverse des moments très difficiles au niveau de ses éliminatoires de la Coupe du Monde. Le Ghana qui est à l'oubliette, on n'en parle même pas. Donc, auparavant, c'était des nations qui faisaient beaucoup peur en Europe et pourquoi pas en Coupe du Monde, hein, parce qu'on a vu certainement le Cameroun qui avait fait un match nul contre l'Allemagne, le Cameroun qui a pu battre le Brésil même si l'entraîneur n'était pas comme ça, le Ghana, on a pris un exemple. Maintenant, qu'est-ce qui explique cela? C'est un changement de génération parce que il faut rappeler que ces nations, il y a beaucoup de joueurs qui sont passés là-bas. Si nous prenons le Ghana, quasiment les joueurs expérimentés ont pris les retraites. Je parle les frères Achamoajian. Donc c'est un changement de génération au sein de cette formation. Donc, concernant le Cameroun aussi, beaucoup de problèmes parce que il y a souvent ce statut d'ego entre les gardiens. On a vu André Ounanas. Chaque fois il est sélectionné, il impose qu'il doit être titulaire. Donc chaque fois il y a cette guerre entre lui et son coach. Donc ça crée ces mésententes, crée une sorte de incohérence au sein de ces formations. Sinon le reste quand même il n'y a rien à dire. Moi, ce que j'ai envie de dire sur ce sujet, c'est que les pays maghrébins ont pris de l'avance sur l'Afrique subsaharienne sur le plan de formation. Ils ont quasiment accepté d'investir, de former surtout. Certes, le Sénégal aujourd'hui engrange le même pas, on voit et ça ment pas. On le voit sur le terrain. Même si au-delà de ces formations, aujourd'hui, l'Afrique subsaharienne, on ne manque pas de cadres compétents, mais on manque de cadres intègres. On n'allait pas plus loin. C'est ce que j'ai dit. La Guinée qui a presque chuté plus que le mot chuté même. La Guinée a totalement dégringolé. On a des cadres ici de renom qui ont beaucoup de compétences qualifiées, mais on n'arrive pas à progresser. Ce sont les mêmes scénarios qu'on est en train de voir au Cameroun, au Ghana, on n'en parle même pas. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Ils ont pris le pas sur les équipes, les pays subsahariens par rapport à ces problèmes de formation. Aujourd'hui, vous avez cité tout à l'heure le Ghana, le Cameroun. Certes, le Ghana, ils sont bien partis pour se qualifier parce qu'ils sont premiers de leur groupe devant les équipes comme le Mali. Mais après, le Cameroun, il a rappelé beaucoup de problèmes extrasportifs, d'ailleurs des problèmes hors du terrain, c'est qui peut parfois répercuter sur les joueurs, mais il y a d'autres pays, la Côte d'Ivoire récemment champion d'Afrique, mais aujourd'hui le fond de jeu est totalement pauvre pour la Côte d'Ivoire. On a vu encore une fois lors de cette trêve où ils ont été incapables de remporter le match face au Gabon à domicile, qui plus est devant son public. Il y a des pays qui commencent à sortir la tête, des petites nations. Auparavant on les considérait comme des petites nations, le Cap-Vert, aujourd'hui le Soudan, ce sont des pays qui travaillent bien et qui commencent à sortir la tête. La RDC également, qui a rapatrié beaucoup de binationaux, même s'ils se sont fait battre, on en viendra. Mais ce sont des pays qui sortent la tête. Mais de notre côté, en Afrique de l'Ouest ici, il y a tellement de problèmes. On n'en arrive même pas à citer. Parce que après, le Sénégal est là, entre guillemets, c'est l'arbre qui cache la forêt. Mais derrière le Sénégal, je ne vois pas de nation aujourd'hui qui puisse concurrencer le Maroc, l'Algérie. Enfin, l'Algérie, ça gagne, mais le fond aussi, il n'y a pas trop de fond de jeu. Mais
le Maroc, la Tunisie, l'Égypte ou d'autres grosses nations. D'abord, on est en train de solfer, c'est sur le plan de l'administration qui est le véritable bémol de l'Afrique subsaharienne. L'administration, je pense que chacun a sa part de responsabilité. Oui, exactement. Mais vous savez, quand on parle de l'administration, c'est vague. Le ministère des Sports, la fédération, ça entre en vigueur. Mais aujourd'hui, quand on n'a pas un bon ministère des Sports, on n'a pas une très bonne fédération, on ne peut pas parler de foot. Rapidement, par exemple, l'administration a sa part de responsabilité, mais quand je vous donne un exemple, les joueurs qui évoluent, par exemple, on prend l'exemple sur la Guinée, les joueurs qui évoluent en Europe, est-ce que c'est l'administration qui fait qu'ils n'ont pas de niveau? Je ne pense pas. Donc à un moment donné, tout le monde a sa part de responsabilité. Les administrateurs, certes, doivent beaucoup plus investir, basé sur la formation jeune, monter avec des équipes cadettes, comme le Maroc, tout récemment champion d'Afrique lors du CHAN. C'est aussi comme ça qu'on peut préparer l'avenir d'une équipe nationale. Mais après, ceux qui sont déjà sur le terrain, à eux aussi d'avoir le véritable niveau, d'être un petit peu jaloux, de concurrencer les joueurs qui affrontent tout le temps en Europe. Non, attention, je ne pense pas que Passy est d'accord avec toi. Je suis pas dans son esprit. Mon avis, ça n'engage que moi. Le football aujourd'hui, c'est pas seulement sur le terrain, c'est pas le talent. Non, mais attention, au prime abord, c'est le terrain. Ça commence par le terrain. Non, attention, ça commence pas par le terrain. Ça commence par le terrain. Moi, j'ai envie de dire que c'est une question si on supprime le terrain, c'est compliqué. Qui taraude les esprits, parce qu'il y en a qui pensent que véritablement le résultat d'un match de football est responsabilisé seulement que sur des joueurs ou sur des entraîneurs. Moi, j'ai dit que non. D'un côté, vous avez parlé de l'administration. L'administration a sa part de responsabilité parce qu'il faut d'abord administrer le football pour trouver un résultat probant, un résultat concordant qui peut nous refléter. Si aujourd'hui on n'a pas un ministère qui est consistant derrière son football, une fédération qui au bout de 5 ans a connu des hauts et des bas, aussitôt combien de on passe qu'honneur exécutif, motion de censure exécutif, et voilà. Mais à quoi on peut s'attendre? Cela veut dire que dans le bureau où on doit vraiment orienter, mettre le chantier du football sur le terrain, mais tout est complètement chamboulé. Je crois que c'est du laisser passer, ça sera plutôt de va-t-en-guerre, s'il faut le dire. Autant mentionner la fédération guinéenne. Voilà, non, mais il faut comprendre. Aujourd'hui, au Ghana, ça ne va pas. Le Cameroun, c'est pire. Je pense que ça va au Ghana. Maintenant, c'est ce qui va se répercuter. Aujourd'hui, vous avez parlé des autres pays, en tout cas de l'Afrique noire, je peux dire de l'Afrique de l'Ouest. Véritablement, à part le Sénégal, on peut pas indexer une autre nation qui peut faire, ou qui est en train de faire, en tout cas, des prouesses aussi très convaincantes. Moi, je n'en trouve pas, ou je ne peux vraiment pas indexer. Le Cameroun a été décevant, en tout cas le Ghana, on n'en parle même pas. Il y a le Nigeria. Le Nigeria qui est complètement passé sur le dos de la queue. Le Nigeria, voilà. au moins la dernière CAN, ils ont joué les finales, mais il n'y a pas de constance au niveau des clubs. Ça a été d'ailleurs la nation la plus surprenante, la grande surprise de cette compétition Coupe d'Afrique. Moi j'ai dit que c'était le Nigeria parce que au début, avec 2 ballons d'or dans ses rangs. Non, mais au début ils n'ont rien montré en termes de performance. Ils ont très mal entamé la compétition. Vous vous rappelez? Avec cette histoire qui courait derrière cette équipe. Au jour d'aujourd'hui, c'est le Sénégal qui est bien parti, même si Aliou Cissé n'est plus là, mais ils sont en train de garder en tout cas cette performance. Il y a quand même des équipes qui nous ont surpris au niveau de ces éliminatoires. C'est le Cap-Vert qui est très bien parti. Je pense bien qu'il y a un véritable projet à la base parce que les a vus aussi pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont Madagascar, Cap-Vert. Voilà, ils ont affiché un très beau jeu. Et le Madagascar, depuis, moi, je me rappelle lorsqu'ils avaient battu la Guinée, je suis en train de voir cette formation venir petit à petit. En tout cas, il y a d'autres qui chutent, mais il y a d'autres, par contre, qui sont en train de poser des bonnes bases. Bien sûr, vous savez quand même, le Cap-Vert, cette formation cap-verdienne nous a complètement évolué lors de la précédente CAN. Donc, c'est pas surprenant parce que cette formation regorge des joueurs vraiment talentueux. On a vu un certain bébé avec des énormes frappes, il est capable de faire des missiles. En tout cas, ils ont anéanti le Cameroun. Cette formation, voilà, elle est très bien partie. Il ne faut pas oublier peut-être les Comores, parce qu'ils sont en train de réaliser ils ont un exploit incroyable, donc c'est vrai.
Mais pour moi, le Ghana, quand même, c'est pas un problème, c'est un changement de génération parce que le Ghana a quand même décidé la Coupe du Monde, donc on ne va pas. Ouais, mais le Ghana, même au niveau de la Ligue des Champions, au niveau de la Coupe CAF, à un certain moment, moi je voyais des clubs de renom qui étaient là-bas, comme King Faisal du Ghana. C'est des nations où tu vois pas les clubs jouer les derniers carrés. Je pense que le Ghana, ce sont des pays. Le Maghreb monopolise tout. Non, mais ça a toujours été comme ça. Après, il y avait l'Afrique centrale qui concurrençait le Maghreb. Avec le TP Mazembe. Bien sûr, mais le Ghana, le Sénégal, ce sont des pays qui n'ont jamais été aussi forts comme ça dans leur championnat, où ils ont affiché des clubs qui sont partis remporter des titres africains. Maintenant, mais attention, ce sont des pays qui travaillent très bien. Mais à un certain moment, bien sûr, mais à un certain moment, quand on te disait Giraffe, c'est Giraffe. Giraffe a chuté. Quelquefois, des clubs peuvent sortir la tête, mais des clubs qui sont constants, comme Al-Ahly de l'Égypte, comme l'Espérance de Tunis qu'on voit, le Raja et le Wydad Casablanca, TP Mazembe, même si ce n'est plus le cas, bien sûr. Voilà. Donc, à un moment donné, il y avait ces clubs qui sont toujours constants, qui sont toujours présents, mais après, il peut y avoir des surprises. Même, vous avez parlé de Giraffe tout à l'heure, il y a 2 saisons, c'était un autre club Génération, Djambar également, qui avait sorti la tête, mais après, ce n'est pas totalement constant, mais c'est des pays qui travaillent bien au-delà des clubs. Je pense à ce niveau, vous m'excusez de vous couper la parole. Est-ce que vous savez, je suis d'accord avec vous quand vous avez parlé de Giraffe, de Génération Foot. Vous savez, les clubs n'ont pas les mêmes ambitions, les clubs n'ont pas les mêmes projets. Il y a de ces clubs, leur objectif, c'est de former les joueurs et de les revendre. Bien sûr, c'est ce que j'ai dit. C'est le projet au Sénégal. C'est à peu près le même système qu'au Ghana, parce qu'on retrouve beaucoup de joueurs expatriés, beaucoup de Ghanéens en Angleterre, aux Pays-Bas. On le voit d'ailleurs dans l'équipe nationale. Aujourd'hui en Angleterre, il y a beaucoup de joueurs d'origine ghanéenne. Également aux Pays-Bas. Ça montre à suffisance qu'il y a des clubs qui préfèrent former des joueurs et puis leur envoyer en Europe. Les moyens comptent après le championnat. Bien sûr, maintenant, ça n'enlève en rien la qualité. Le championnat peut être bon, mais peut-être au niveau seulement national. Les clubs n'ont pas totalement le niveau ou peut-être l'ambition de s'afficher sur le plan africain. Mais après, vous avez parlé du Madagascar tout à l'heure, du Cap-Vert. J'avais envie de rebondir là-dessus. On a vu lors de la précédente CAN, cette équipe de Cap-Vert, comment elle a été capable, surtout sur le plan de jeu, comme on a vu, c'était attrayant à voir, c'était très beau. Et le système, entre guillemets, de ces nations, Cap-Vert, l'Angola, à peu près le Mozambique, ce sont aussi des joueurs qui n'ont pas totalement eu la chance d'évoluer avec l'équipe nationale portugaise, qui acceptent finalement de revenir dans ces formations et qui sont pétris de talent, qui sont capables d'avoir un niveau à minima Afrique, où j'ai envie de dire, dans ces nations. Donc c'est ce qui pousse aussi aujourd'hui ces nations à se sortir la tête. Vous vous rappelez, Bébé, c'est un joueur qui a quand même joué avec le Portugal au moins un match. Il était dans les équipes jeunes. Malheureusement, il n'a pas eu sa chance. Il a finalement préféré représenter les couleurs du Cap-Vert. Il y en a beaucoup comme ça dans ces pays, entre guillemets, colonies portugaises. Et, qui ont quelques ouvertures. Et effectivement, il y a beaucoup de joueurs au Portugal, à Benfica, des petits clubs portugais qui forment bien des joueurs d'ailleurs. Et ça, c'est un très bon avantage pour ces nations. Il a parlé de Comores aussi. C'est un pays qui, ces derniers temps, commence à sortir la tête. Parce qu'il y a beaucoup de partenariats aussi avec la France, Madagascar, Comores. Ces ex-internationaux français, je peux parler de Vikash Dourasso, de Salim Bongali, qui sont un petit peu dans ces zones-là, île Maurice et tout, qui acceptent de venir. Jérémy Morel, qui était longtemps du côté de l'OM, finalement, qui a joué avec la sélection malgache. Donc, ces ex-joueurs ici acceptent de venir travailler dans leur nation et ça aide aussi à développer le football. Ce sont des visions qu'ont perdu aujourd'hui l'Afrique subsaharienne et pour l'instant c'est dommage parce qu'on est en train de dégringoler. Je me souviens par exemple entre la CAN 2008, 2010, 12, l'Afrique subsaharienne dominait quasiment en termes de participation à la CAN. Mais aujourd'hui c'est complètement peut-être l'Afrique du Sud qui est en train de venir avec une génération aussi appréciable. On les a vus même au CHAN, même s'ils ne sont pas partis tellement loin, mais le football qu'ils affichent, le niveau est là. Et la dernière Coupe d'Afrique des Nations, on les voit aussi en Ligue des Champions, des clubs comme Mamelodi Sundowns et tant d'autres qui ont des présidents de clubs qui ont les moyens. En tout cas, je suis en train de constater quelque chose, les parties où il y a assez de moyens, ça avance bien. En Afrique du Sud, les présidents des clubs, ils ont les moyens, ils ont des politiques sportives pour faire avancer. Au Maghreb, attention, tu sais pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, tu vas voir un Maghrébien, il peut rester, il joue dans le championnat maghrébien, il joue très bien, c'est comme Abou Treka, il était très bien traité. En ce moment, il était sollicité par des clubs de renom en Europe. Il n'est pas parti parce qu'il y a l'argent. Aujourd'hui, quand tu joues en Afrique du Sud dans un club comme Mamelodi Sundowns et Ajax Cape Town, on a vu Mamelodi Sundowns lors de la dernière Coupe du Monde des clubs, le niveau de jeu qu'ils ont affiché. Donc, en un mot, il faut les moyens
il faut les Moi, cadres. un exemple très précis. Je vais parler de Youssef Belaïli par exemple. Bien. Comme ce que vous avez dit, c'est un joueur pétri talent international algérien, mais qui joue dans son championnat. Moi j'ai envie de dire pas que forcément qu'il y ait de moins au sein d'un pays pour faire développer le football. Ça y va ensemble. Hein, voilà. Je ne suis pas tellement d'accord de ce que vous dites, mais au fait le business plan du football mondial ou africain est bien défini par les instances internationales aussi. C'est-à-dire la CAF ou bien la FIFA, ils ont bien défini le business plan du football pour qu'il soit rentable. Je crois à leur tour, ils mettent des moyens pour le développement et l'avancement de ce football. Ça n'a rien à voir avec le budget national d'un pays ou d'une nation pour faire avancer. Mais vu que le football est aujourd'hui quelque chose de très intéressant. On fait allusion un peu aux clubs et aux subventions qui sont bien gérées et l'appui de l'État, la volonté politique. C'est de là que je suis en train d'en venir, effectivement. Au-delà de ça, je crois que tous les ministères, il y a le plan d'action annuel qui est défini, où on définit le budget pour accompagner non seulement le football national. Maintenant, à votre tour, vous pouvez vraiment mettre ça en exergue également au service du football national. Mais la CAF ou la FIFA dotent toutes les nations à chaque année, en tout cas des subventions pour le développement, pour la formation, pour les infrastructures, pour l'accompagnement également. Il y a une gestion. Vous parlez même des clubs, mais chaque club qui se qualifie également dans des compétitions africaines, mais il y a une ligue dans leur pays respectif qui doit les subventionner. C'est pourquoi la CAF à son tour où elle donne ces montants pour permettre à tout un pays d'accompagner ce football national. Aujourd'hui, il n'est pas forcément que les pays est aussitôt développés, comme vous prenez exemple sur l'Algérie, le Maroc, pas forcément. Même la Guinée, en étant un pays en voie de développement, je m'explique du terme, mais peuvent aussi développer son secteur de football ou son secteur sportif. Véritablement, c'est de voir seulement et seulement que la politique est bien définie. Exactement. Et il commence à revenir maintenant là où on fait allusion. Quand la politique est bien définie, l'argent qui viendra de la CAF ou de la FIFA sera bien orienté. Mais si la politique est moribonde dans la source, ça sera la destination sera dans les poches. C'est deux choses qui évoluent en symbiose. Les moyens, la bonne politique sportive. Maintenant, la bonne politique sportive, cela revient à l'intégrité des cadres qui sont dans le pays. Nous sommes en train de dire la même chose, mais pas forcément qu'un pays est... ça y va ensemble. Ça y va ensemble. Sinon, l'Arabie Saoudite allait remporter la Coupe du Monde. Voilà. Mais attention, le championnat saoudien... En tout cas, si c'est le moins, l'Arabie Saoudite aurait dû... Attention, aujourd'hui, le championnat saoudien commence à sortir de l'honneur. Écoutez, on va donner un peu de temps à comment dirais-je, à Bomani de réagir. Oui, je partage son avis. Actuellement, il faut des moyens et la vision sportive parce que on a vu le championnat saoudien avec l'investissement qu'ils sont en train de faire, donc beaucoup de clubs avec beaucoup de joueurs qui sont partis là-bas. Donc l'Afrique du Sud, avec la bonne gestion, c'est ça. Pour moi, l'Afrique du Sud, c'est la seule nation à part le Sénégal qui est capable d'empêcher le Maroc pour ne pas remporter la CAN parce que c'est une formation très très structurée, une formation avec un championnat très bien relevé. Donc d'accord. Pour moi, c'est la nation qui peut empêcher le Maroc. Il n'y a pas de souci, là on est talonné par le temps. Il est 16h passé de 34 minutes sur la pendule numérique de Kavi Média. Si vous venez de nous prendre en marge, on est en train d'en parler concernant les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le Maroc, la Tunisie et plusieurs autres nations ont obtenu leur ticket de qualification pour la Coupe du Monde 2026. Et l'Algérie qui est très bien partie pour la Coupe du Monde 2026. Ils se trouvent dans le groupe G. Ils occupent la première place. Donc cette formation est en train de créer la différence. Ça nous a attiré l'attention d'en parler et pourquoi ne pas revenir sur la différence parce que les équipes maghrébines sont en train d'avancer au niveau de ces éliminatoires et même au niveau de ces compétitions africaines. On est en train de voir des clubs maghrébins se démarquer par rapport à l'Afrique subsaharienne. On a fait une étude comparative entre le Maghreb et surtout l'Afrique du Sud aussi qui sont en train de faire une place et aussi quelles sont les causes parce qu'on a quand même constaté en Afrique subsaharienne il y a beaucoup de nations qui ont chuté comme le Cameroun, le Ghana, la Guinée, on n'en parle même pas. Qu'est-ce qu'il faut? C'est la politique sportive, c'est les moins. En tout cas, c'est dans ce milieu du développement qu'on va essayer d'en parler. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Il est 16h passé de 35 minutes sur la pendule numérique de Kavi Media dans ce studio Amadou Major Diallo, Bobomane, Chouab Diakité, Passi Bangoura. On va rester tout le temps pour parler des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 et cette fois-ci on va parler des Lions de la Teranga qui ont taclé à domicile la RDC. Donc c'est dans une atmosphère tumultueuse. Les Lions du Sénégal ont dominé les Léopards du Congo sur leur propre terrain, provoquant les mécontentements des supporters et faisant dégénérer la situation après le match. Avant qu'on parle
part de cette situation nonchalante après la rencontre. Il faut qu'on en parle, hein, qu'on tergiverse là-dessus, qu'on met un accent particulier sur... honnêtement, l'état d'esprit, la mentalité, le niveau qu'a affiché cette formation sénégalaise qui a été menée sur le score de 2-0 et vers la fin, il renverse la tendance. Quelle maturité? Peut-être la maturité, peut-être le talent, peut-être le vécu, parce que c'est une grosse nation, il y a beaucoup de joueurs expérimentés dans cette équipe. Et après, la RDC, c'est une équipe qui évolue à domicile devant 80 000 spectateurs avec beaucoup de pression. Et ils ont mené rapidement au score par Bakambu, puis par Yohan Wissa, pardon. Et après, ils ont cru que tout était plus facile, ils allaient facilement remporter le match, sauf que face au Sénégal, c'est une équipe qui peut rester parfois sans dominer les rencontres, mais après ils sont cliniques. Ouais. On a vu les buts que la RDC a encaissés, beaucoup de buts d'erreur défensive qui a été bien exploité par les Sénégalais. Mais ce qui a mis un coup au moral, c'est que le Sénégal est rapidement revenu au score. Après le deuxième but, le Sénégal a rapidement réduit le score par l'intermédiaire d'Iliman Ndiaye, et ce qui a fait aussi un petit peu douter les Congolais. Sinon, je pense que certes, je n'enlève rien la victoire au crédit des Sénégalais, mais après, je pense que la RDC s'est un petit peu sabordée en se compliquant la tâche, parce que pour moi, on ne peut pas mener au score 2-0 dans une rencontre très décisive devant son public. Et perdre ce match. J'ai connu le Sili national depuis que j'ai commencé à regarder les matchs de la Guinée. J'ai jamais vu un match où la Guinée a mené 2-0 et puis a fini par perdre le match. S'il y en a, moi je ne sais pas. Donc pour moi, je pense que c'est plus une faute professionnelle de la part de la RDC que d'une grosse prouesse du Sénégal. Le Sénégal, ça reste une très grosse nation, mais la RDC a des joueurs internationaux de niveau international qui sont extrêmement bons. Les Wissa, Wan-Bissaka qui a récemment rejoint l'équipe, Bakambu, Moutou Sami, d'autres joueurs, Sanchel Mbemba, Axel Touanzebe. Ce sont des joueurs qui évoluent dans de très gros clubs européens. La dernière CAN, on les a vus. Bien sûr, et c'est une nation qui était sur une très bonne série aussi de victoires. Mais après, voilà, comme le capitaine de l'équipe l'a dit, ça reste le football. Le Sénégal a donné les moyens pour remporter le match, et après ça n'est suivi ce qu'on a vu. Malheureusement, on en parlera tout à l'heure, mais exactement, on va parler il faut rien enlever au mérite de la victoire du Sénégal. Ils ont clairement mérité parce qu'ils se sont donné les moyens de remporter ce match. On peut parler de maturité, de niveau des entraîneurs ou quoi, ou bien c'est des joueurs? C'est quoi la différence? Moi je pense que c'est plus du caractère, de l'orgueil des joueurs sénégalais qui a fait renverser, parce qu'à un moment donné, quand vous êtes soumis à de telles pressions devant 80 000 spectateurs, il faut rappeler que le stade était rempli. Ils ont dit qu'ils ont l'habitude de cette pression. Ils ont des joueurs qui jouent dans surtout le stade était rempli à 4 heures avant le début du match. Imaginez après, mais aussi dans l'histoire, c'est que la RDC, ça fait extrêmement longtemps qu'elle n'a pas battu le Sénégal. Il faut rappeler ce fait également. C'est leur bête noire. Donc à un moment donné, le football, il y a le poids de l'histoire qui compte exactement, aussi. Et après, mener 2-0 et se faire rejoindre, c'est compliqué quand même à vivre. C'est sur quel aspect que le Sénégal a créé la différence? L'aspect mental, parce que à 26e, 33e, paf, c'est le Sénégal qui revient à 39e. C'est fou. Moi, je trouve que voilà, c'est l'aspect mental qui pousse. Je trouve que le coach, malgré il avait fait un classement, il a pu replacer encore tactiquement, parce que c'est ce qu'il fallait. Ils sont en déplacement. Il fallait jouer sur l'adversaire. C'est pourquoi on a vu la moitié du terrain était carrément occupé par les Sénégalais. Même quand le ballon revient sur eux, mais il créait toujours cette grosse frayeur face à ces Congolais. L'aspect mental, pour moi, ça a été le véritable facteur pour les Sénégalais pour dominer carrément les Congolais, même à la dernière minute. Parce que le but qui a fait le break à la 87e a mis le piment dans le vent. En tout cas, tout le monde avait maintenant le dégoût de la rencontre. Le désespoir s'en est installé, mais on dit que le désespoir, c'est la mère de tous les crimes. Donc, selon vous, qu'il y a deux aspects, le coaching et l'aspect mental. Le coaching et l'aspect mental, parce que le coach, en des situations comme ça, il faut être véritablement un sorcier. Sauf que ce sont que des titulaires qui ont marqué. Mais oui, parce que Pape Sarr, il y a Gay et qui d'autre. Voilà, ce sont des leaders, ce sont des jeunes qui peuvent débloquer une situation, quelles que soient les difficultés. On les voit dans les grandes rencontres, dans les clubs, mais aussi en Afrique. Cela veut dire que le coach a responsabilisé ces athlètes-là pour le contenu sur les détails, en tout cas, de cette rencontre. Là je suis d'accord avec vous, parce que moi j'ai constaté ces derniers temps, le Sénégal est en train de jouer des grands matchs amicaux
contre le Brésil, on les a vus, ils ont créé la différence. Et puis, ils appellent en tout cas des nations, des grandes nations pour se mesurer. Et même à la Coupe du Monde, on les avait vus quand même. Voilà, le niveau était là. C'est très compliqué aujourd'hui d'éliminer le Sénégal dans une compétition. La CAN passée, la Côte d'Ivoire l'avait fait, mais quand ils ont éliminé le Sénégal, ils ont remporté la CAN. Et bien sûr, voilà, vous savez, le Sénégal, voilà, c'est une équipe disons, qui est sur la continuité. Voilà. Moi, je pense que cette victoire, ça marque deux aspects. L'état d'esprit et surtout voilà, ce sursaut d'orgueil. Parce que voilà, on a vu cette formation habituée à discuter des gros. On a vu récemment le match amical, ils ont battu l'Angleterre sur le score de 3-1. Donc, ça fait mal pour les Congolais parce que... Et pourtant, ils ont une seule canne. Hein. Oui, bien sûr, voilà. Mais c'est fou. C'est une continuité, voilà. Donc, ils ont travaillé voilà, plusieurs années pour remporter cette canne. Là, je suis d'accord avec vous, avec la génération de Gilles Boucandé et tant d'autres. Après 92, on ne voyait plus le Sénégal. Le Sénégal est revenu en 2002 lors de la Coupe du Monde, lorsqu'ils avaient battu la France avec l'unique but de Pape Bouba Diop. Voilà, il est décédé. Après ça, on a vu la génération... Ils étaient même en symbiose avec les Henri Camara, les Diouf, et tant d'autres. C'est la Turquie qui avait éliminé le Sénégal. Après ça, il y a une suite logique. Moi, j'étais trop petit. Je n'avais pas regardé cette compétition. Après ça aussi, il y a la génération. Ils ont eu une très bonne génération. Mais malheureusement, je me suis posé pas mal de questions. Pourquoi le Sénégal n'avait pas brillé? Vous savez, c'est qui? Papi Cissé, Dembaba. C'était la folie des attaquants du ouf. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu créer la différence. C'est comme un petit peu le Nigeria d'aujourd'hui. Exactement. Ils avaient beaucoup d'attaquants. Il a parlé de Papi Cissé, de Dembaba. Il y avait Diafra Sakho, Mbanyang, et après Mané qui est là depuis très longtemps, bien sûr. Et d'autres joueurs aussi, Cheikhou Kouyaté, Moustapha Bayal Sall derrière, beaucoup de joueurs, Salif Sané. On peut en citer beaucoup comme ça, même Khadim Djaï qui était du côté du Oroya, un très bon gardien, malheureusement. Oui, c'est aussi comme ça, ça fait partie du foot. On peut avoir une très belle génération. Le Portugal, certes, ils ont commencé à remporter des titres, mais on est l'exemple parfait de ça. On peut avoir une très belle génération et n'est pas remporter de titres. Il parlait tout à l'heure de l'Angleterre. Vous voyez la génération de Guigui Drogba. Bien sûr, donc avoir une très belle génération n'est pas synonyme de gagner un titre. Donc il y a beaucoup d'aspects derrière. Une prise de conscience. Il y a beaucoup d'aspects. Il faut qu'il y ait un groupe, une famille, et c'est ce qu'ils ont accepté cette fois-ci. Ils ont accepté de travailler, déjà de reconnaître que Sadio Mané c'est le leader incontestable de l'équipe. Tout le monde travaillait pour lui. Aujourd'hui, ils ont beaucoup de joueurs expérimentés au sein de cette formation qui ont d'ailleurs joué beaucoup de finales de CAN. D'ailleurs, ils ont joué la finale face à l'Algérie, perdue. Après la CAN prochaine, ils ont remporté. Ça a montré à suffisance la résilience que cette équipe peut avoir. Moi, je ne suis pas totalement fan de l'équipe nationale sénégalaise, mais il faut reconnaître quand même la prouesse qu'elle fait et c'est extrêmement important. Et c'est le fruit d'un travail collectif à long terme, d'un respect de leur politique sportive. Ils ont un stade, ils ont un stade. En tout cas, ils ont un stade, ils ont des joueurs. Ils ont des stades. Ils ont des joueurs qui sortent. Qui n'ont pas de stade, on va. Beaucoup de choses. Attention, faut pas se lancer des pics. On veut pas de problème. Mais après, je pense que le Sénégal aujourd'hui doit être une source d'inspiration pour beaucoup de nations ouest-africaines. Pour la Guinée surtout. Oui, pour la Guinée, pour d'autres pays qui sont ambitieux. Le Sénégal devrait être un exemple parfait. Parce qu'on dit souvent Guinée-Sénégal, c'est des derbies. On fait des grands matchs, mais non, il y a toujours des derbies entre la Guinée et des pays ouest-africains, surtout la Côte d'Ivoire, le Mali. Mais après, voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est le fruit du travail, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de souci. En tout cas, quand même, cette formation sénégalaise est en train de monter en puissance sur le continent. Elle est en train de se faire une place sur le plan international avec des matchs amicaux, avec des joueurs de renom qui sont en train quand même de se démarquer sur le plan international. Entre autres, on a pris Sadio Mané qui était avec Liverpool. Actuellement, il est avec l'Arabie Saoudite. Pape Matar Sarr qu'on a vu jouer ici au stade général Lansana Conté de Nongo avec la génération du jeune qui est tout le temps sélectionné là. C'est Al-Gassimou là. Voilà. Il a été meilleur joueur de cette compétition. Un jeune franchement aussi. Et qui a joué une Coupe du Monde. Qui a joué une Coupe du Monde. En tout cas, on va prendre des bons exemples. La concurrence, elle doit être positive. Alors, on va tout le temps tergiverser pour parler des éliminateurs de la Coupe du Monde. Maintenant, on va parler de tout ce qui est anti-sportif. La situation nonchalante, des vidéos qu'on n'a pas envie de voir. Didier Drogba l'a fait dans un stade.
Et Adebayor aussi l'a fait. En tout cas, c'est souvent comme ça. Ça tourne au vinaigre. Oui, c'est une situation vraiment déplorable parce qu'on n'aime pas voir ça sur les terrains. Parce Ils ont beaucoup parlé, les Congolais. La défaite, elle est amère, mais voilà. La musique n'est pas le football. Hein. La défaite, elle est amère, mais ça fait partie aussi du football. On a vu, même le Sénégal, ils avaient perdu face à Côte d'Ivoire. On a vu, c'est les mêmes, à peu près les mêmes situations. Ils ont brûlé le drapeau, donc la CAF avait sanctionné très fort, 5 ans sans discuter leur match. Ouais. Je me rappelais pendant ce temps, il y avait Dembaba, donc le Sénégal a discuté presque tous ses matchs en Guinée ici, donc c'est une situation déplorable. La sanction non, franchement, tu as parlé une phrase, on aime entendre ça. Le Sénégal avait reçu ses matchs ici. Oui, c'est vrai, ça en fait réel. Contre l'Angola. Bien sûr. Ça en fait réel. Pour moi, je le disais dans l'avant-goût de World Sport du mercredi, franchement, les images qu'on a vues, c'était lamentable, c'était déplorable, il ne faut pas tolérer. Donc, si le Sénégal avait reçu ses matchs, aujourd'hui, c'est la Guinée qui part ailleurs pour ses matchs. On est en train de... Oui, mais sauf que pour le Sénégal, c'était plus une sanction qu'une question d'infrastructure. Maintenant, maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est passé. Vous allez revenir dans un instant. C'est bon, ça va? Oui, ça va. Non, je pense que c'est pourquoi je dis ça va? Parce que là, il est tout le temps calme dans le studio. Vous vouliez qu'il revienne encore sur le Sénégal-Guinée? C'est le plus sage. D'accord, vas-y. Non, mais c'est que récemment, j'ai vu cette campagne de la CAF, de la Confédération africaine de football, qui s'est déployée dans les différents pays. Pour en tout cas la formation qui va interdire les violences dans les stades. Cela veut dire que les stadiers, la fédération, tout le monde, chaque acteur qui accompagne ce football roi, parce qu'aujourd'hui c'est lui qui mobilise beaucoup plus de fans. Vous vous rappelez, face à un monde de 80 000 personnes, mais c'est les humains, c'est une marée humaine qui est là et voilà, qui veut se livrer également au chaos, et c'est vraiment déplorable. Vous avez parlé de ces images, moi quand j'ai vu, mais j'ai dit mais que c'est horrible. Il faut voir des vrais Congolais, des fils congolais qui, en tout cas, qui étaient là insaisissables, furieux dans ce qu'ils sont en train de faire. Je dis que pour encore l'Afrique, c'est vrai, on voit, on ressent, on regarde les violences dans les stades. À Marseille, tout récemment, ça s'est passé, mais c'est pas aussi comme ça. Mais chez nous, il ne faudrait pas qu'on se fait remarquer de façon négative. Il n'y a pas de souci, je veux quand même couper l'appétit de qui a envie d'en parler. J'en avais déjà parlé, donc il n'y a pas de souci. C'est pas un problème. Je lui provoque juste. On est juste, on est franchement talonné par le temps. Il est 16h passé de 48 minutes sur la pente numérique de Kavi Media. Vous êtes dans la plateforme sportive. On va cuisiner cette marmite ensemble jusqu'à 16h55 minutes en complicité avec la régie qui est en train de se battre pour que l'émission se déroule dans les très bonnes conditions. Ils sont quand même là à la réalisation avec Michel Ouamono, avec son équipe qui est en train de diriger aussi à la régie télé et radio qui sont en train de se battre. Alors, on va revenir au pays. Cette fois-ci, c'est une très bonne nouvelle. C'est le travail qui paye et on va s'accentuer sur le site national U17. 7 jeunes joueurs de l'académie KPC intègrent la présélection de Silly U17. C'est franchement le fruit, c'est le travail qui commence à payer. Ils sont en train de servir la nation. On a vu comment ils sont en train de dénicher les talents de Conakry à Lula. Ils organisent des matchs, ils font des appels d'offres. Les joueurs, chacun vient, tu monnaies le talent. C'est le talent qui impose le respect et il y a une question de mérite. Ces jeunes joueurs sont talentueux et aujourd'hui, ils ont 7 joueurs avec le Silly U17 qui étaient sanctionnés par des fautes d'âge. Je pense bien cette fois-ci, ça va. Oui, c'est une très bonne chose, surtout pour le AFIA. C'est pas que pour l'équipe nationale, parce que ces jeunes sont censés à un moment donné être dans l'équipe A de l'équipe du club. Et donc, on verra ce que ça va donner. En tout cas, c'est une belle réussite pour le club. Ça montre à suffisance que ça travaille aussi du côté de la formation. Et c'est, comme je l'ai dit, le football, c'est une question de timing. À un moment donné, il faut édifier un problème. Il faut se focaliser sur une politique claire et surfer là-dessus. C'est ce que le AFIA est en train, pour l'instant, en tout cas, c'est ce que nous voyons sur le terrain d'engranger. Et après, maintenant, à ces jeunes-là, on a vu des jeunes joueurs à chaque fois qui sont capables d'émerger. Mais après, il y a toujours ces problèmes de constance.
Et nous, on s'attend en tout cas à ce que ça soit une très belle chose, que ça soit une continuité. Ça dépend de l'encadrement à la base. Parce que l'école de football, c'est pas seulement le football. Effectivement, c'est ce que je veux dire par là. Donc, c'est toute une question d'encadrement, de surveillance. Maintenant, à ces jeunes-là de continuer à progresser, de mieux représenter d'abord les couleurs, mais après, parce que se tracer un très bon plan de carrière, pourquoi pas déjà éclore avec l'équipe A du AFIA et peut-être après tenter ses chances ailleurs, pourquoi pas en Europe, parce que c'est le rêve de tout jeune joueur africain, il ne faut pas se voiler la face. Bien, j'ai une très bonne nouvelle pour la Guinée. Ah ouais. Le football, ça ne va pas. Mais avec cette fédération guinéenne de handball, franchement, il y a une très bonne nouvelle. Mais laissez-moi vous dire, on est en train de gaspiller des milliards de l'autre côté avec le football. Mais bien sûr, vous avez vu, 4e victoire et qualification confirmée pour la Guinée à la Coupe du Monde Junior de 2026. Nous, on ira à la Coupe du Monde. Déjà, on prépare nos valises. Donc, la Guinée termine la phase de groupe du championnat d'Afrique féminin U19 de handball par une large victoire face au Mali, 38 avant déjà qualifié pour la Coupe du Monde féminine junior 2026. Le Sili U19 enchaîne ainsi une 4e victoire de rang en dominant les Aiglons de Bamako ce jeudi 11 septembre 2025. La Guinée disputera sa demi-finale du championnat d'Afrique féminin junior le vendredi 12 septembre 2025, 17h temps universel. Le score est de 38 avant, mais il faut rappeler que cette formation avait battu encore l'Algérie. Le pays hôte. Franchement, respect, considération à cette fédération et respect, considération au président de la fédération guinéenne de handball, le général Paye, qui est en train honnêtement de se battre. C'est la première fois que je flatte le nom d'un président dans une émission. Parce que quand c'est bon, c'est bon. C'est normal. C'est normal. Alors, continuons d'abord avec KBC. Voilà. Mazor, moi, ça fait pas 4 ans. 2 ans à peu près ou plus, j'ai fait un tour au sein du centre KPC parce que j'ai aussi une académie. J'ai procédé à une invitation pour qu'on joue contre ces enfants. Bien. Mais je vais vous dire que ce que j'ai vu, les talents que j'ai découverts, ce sont des jeunes qui vont tenir l'avenir du football guinéen. Parce qu'aujourd'hui, ici, c'est le seul, en tout cas, le seul centre qui peut nous prodiguer, en tout cas, ces jeunes, qui peut nous mettre sur l'échelle nationale ou internationale. Oui. Non, mais Yorokogia, je trouve le projet un peu partir un peu à gauche. Bon, ça, c'est mon appréhension là-dessus. Parce que les hommes qui étaient derrière Antonio Soiré, ils l'ont trahi. Moi, je peux le dire comme cela. Le projet, oui, moi, je le dis. C'est une révélation, ça. Oui, ça, c'est une révélation. Ça, c'est un autre débat. Non, mais ils l'ont trahi. Ils vont faire des articles. Sinon, le projet le plus salutaire, le projet football. Attention, il y a les avocats des présidents de club. Ils vont te faire des articles pas possibles. Attends, il n'a pas dit non. Non, mais je suis prêt à répondre ou à défier qui que ce soit. Si le projet, avant le projet KPC, si le projet Antonio était existant, consistant. Si, ça existe. Non, mais il y a l'existence. Il y a Yorokogia qui vient et qui va produire. Aujourd'hui, on parle de AFIA, mais peut-être qu'il y a des jeunes aussi de Yorokogia qui sont dans la liste. L'existence que nous sommes en train de parler, mais KPC vient de naître. Pendant qu'avant KPC, Yorokogia existait. Bon, il ne faut pas encore qu'on prenne un autre débat. Moi, je dis encore une fois. Ça, on va mettre ça les matins. Voilà. Là, je serai là un matin, on va mettre ça au menu et on va en débattre. En tout cas, je défie qui que ce soit. Tu vas venir les matins? Mais bien sûr, je vais défier qui que ce soit. Il viendra défier forcément le projet Antonio Soiré. Sinon, c'est un projet consistant, réel, qui devrait vraiment accompagner le football. Parce que c'est grâce à ce projet, on a eu le projet de centre technique. Je peux pas, en tout cas, parallèlement, je peux avoir confiance en cela. C'est les jeunes qui faisaient la navette entre le centre Yorokogia et le truc. Mais après, le blanc, Eric Maré est parti. Sam, merci, nous au revoir. On ne va pas rentrer dans les débats. Le centre KPC, c'est un centre aujourd'hui à qui on peut confier l'avenir du football. Parce qu'ils ont un projet. Ils sont allés jouer des matchs amicaux en France. On sait. En fait, on ne peut pas rappeler à tous ces Guinéens ce que ce centre peut représenter également dans le football national. 7 joueurs au sein de U17, pour moi, c'est en tout cas, c'est du profil. D'accord, il n'y a pas de souci. On voudrait quand même continuer, mais voilà, le temps n'est pas galant. C'est une question de temps. Il est 16h passé de 54 minutes. On vous avait promis. On va partir jusqu'à 55 minutes. C'est avec ce sujet des 7 jeunes de l'Académie KPC qui ont intégré dans la présélection du CI national U17. Et merci quand même à tous ceux qui ont eu le temps, l'opportunité, la considération de nous suivre voilà, jusqu'à la fin de cette émission. Entre autres, on fait Clin
clin d'œil à un moment, un confrère de 6 Médias qui est en train de nous suivre à l'instant T. Il me reste que de vous dire merci. Merci, Major. Allez, merci. Bonne année. Merci. Il y a un carton vert à la Fédération guinéenne de Jidoka. Allez, il n'y a pas de problème. Merci. Merci. Allez, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Restez en compagnie de nos programmes. Rendez-vous, quant à moi, le lundi avec d'autres thématiques dans l'émission World Sport et bonne soirée.